Bonjour, je m'appelle Frédéric. Mon métier, c'est orthopédagogue. J'accompagne les enfants dans la formidable aventure qu'est l'apprentissage. Dans cet accompagnement, je me suis aperçue qu'il y avait d'autres façons de faire progresser les enfants, persuadés qu'apprendre ne devrait pas être une contrainte. C'est pour ça que j'ai conçu un outil qui les aide et qui facilite leur apprentissage. Pour comprendre comment ça fonctionne, je vous invite à me suivre dans cette formation. Nous avons parfois des idées reçues sur la notion de l'intelligence. Certains pensent qu'ils sont plus intelligents, d'autres moins, avec une bonne mémoire ou une mauvaise mémoire. Alors, est-ce que tout ça est vrai? Oui et non. C'est pas suffisant. Howard Gardner, par exemple, qui est un chercheur qui a pas mal étudié cette notion de l'intelligence, nous dit que c'est pas tant la taille du cerveau qui est important que la façon dont on s'en sert. Donc dans cette première partie, on va voir comment il fonctionne pour avoir plus d'éléments. D'après certaines études, notre cerveau contiendrait jusqu'à 100 milliards de neurones, interconnectés entre eux grâce à des synapses. Il faut savoir que chaque neurone peut contenir jusqu'à 10 000 synapses chacun, ce qui fait beaucoup. Ça fait beaucoup de connexions possibles. La vitesse de connexion, c'est en moyenne 120 mètres secondes, c'est-à-dire 430 km/h. C'est plus vite que le TGV. Donc, quand ça connecte au niveau de vos cerveaux, ça va extrêmement vite. Ces connexions sont sollicitées en fait par nos 5 sens. La vue, l'odorat, le goût, le toucher, etc. Quand un de ces 5 sens vient solliciter une connexion, ça se passe au niveau de notre cerveau, c'est-à-dire le système nerveux central. Et cette connexion va donner une information au reste de notre corps, qui est le système nerveux périphérique. Je vous donne un exemple. Quand votre main touche quelque chose de brûlant, la sensation de chaleur va être transmise de votre main à votre cerveau. Votre cerveau va analyser cette intensité de chaleur. Si c'est très fort, il va redonner rapidement une action à votre main de s'enlever pour éviter une grosse brûlure. Donc vous voyez que la connexion et les messages vont très très vite entre la main, le cerveau et la main. Parce que quand on se brûle, c'est immédiat. Et pour le reste, ça marche comment? Tout d'abord, il faut savoir que votre cerveau est fait en 2 parties. Vous avez 2 hémisphères, à gauche et à droite. L'hémisphère gauche, on l'appelle l'hémisphère verbal, parce que lui, il marche plutôt aux mots, aux chiffres, aux codes. Et puis, il y a l'hémisphère droit qu'on appelle l'hémisphère non verbal, qui lui, marche plutôt à l'image. Ces 2 parties fonctionnent différemment. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de mots sur des images, et des images sur des mots pour comprendre le sens. Je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre. Si je vous demande d'imaginer une pomme, eh bien vous allez le fabriquer, cette image, dans votre esprit avec votre cerveau droit. Maintenant, si je vous demande d'imaginer le mot pomme avec toutes les lettres, eh bien ça, vous allez le fabriquer plus facilement avec votre cerveau gauche. Pour aller un peu plus loin, on peut regarder le cerveau sous un autre angle. Chaque hémisphère est composé de 4 grandes parties, les lobes qui travaillent. Le lobe frontal, qu'on appelle aussi le chef d'orchestre, qui dirige tout le reste de notre cerveau. C'est lui qui nous accompagne quand on apprend. Le lobe occipital va analyser tout ce que l'on voit et nous permettre de fabriquer des images mentales. Le lobe temporal va analyser tout ce que l'on entend et nous permet de nous parler dans notre tête. Et ensuite, le lobe pariétal s'occupe de l'organisation dans l'espace. Il nous permet d'imaginer des objets en 3D, de les manipuler dans notre tête. Il y a encore une autre partie qui est intéressante à connaître dans notre cerveau, c'est le cervelet. Alors le cervelet, lui, il va nous aider à nous remotiver quand on n'arrive plus à réfléchir. Parce que quand on bouge, le cervelet s'active. Et quand il s'active, il vient réveiller le préfrontal, le chef d'orchestre, pour pouvoir retravailler. Donc quand vous n'arrivez plus à réfléchir, bougez un peu et ça ira mieux. Pour bien utiliser notre tête, notre chef d'orchestre au niveau du préfrontal a besoin d'être accompagné d'une équipe. Là, on va reprendre le modèle Reflecto de Pierre-Paul Gagné, qui est un psychologue canadien qui a beaucoup travaillé sur le sujet de l'orthopédagogie. Lui, il a inventé un modèle avec 8 personnages, mais nous, on va se concentrer sur 6 personnages seulement. Alors tout d'abord, le chef d'orchestre, qui est vraiment celui qui va nous mettre en route, qui va nous lancer dans l'action. Il va travailler avec le contrôleur, qui lui va nous permettre d'être attentif, de faire abstraction au bruit qui est autour de nous, nous concentrer sur une tâche.
Ensuite, on va travailler avec le détective qui, lui, va nous permettre de fouiller, de se creuser le crâne, de repérer les bons indices qui sont importants pour répondre à une question. Il va travailler aussi avec le bibliothécaire qui, lui, s'occupe de la mémoire à court terme, de la mémoire de travail, mais aussi de la mémoire à long terme. Et puis enfin, on va utiliser le travail de l'architecte qui va nous permettre de construire notre démarche étape après étape, mais dans le bon sens. Et enfin, on a le menuisier qui, lui, va pouvoir faire la tâche de bout en bout, dans le bon ordre, en vérifiant si on fait des erreurs, et d'arriver au bout de la tâche en réussissant. Ces 6 personnages fonctionnent en équipe, mais également 2 par 2. On a d'abord le chef d'orchestre avec le contrôleur. Le chef d'orchestre va vous mettre au travail, va vous lancer dans la tâche, et le contrôleur va vous garder attentif tout au long de cette tâche. Ces 2 personnages, c'est comme 2 tours de contrôle. Il y a à la fois l'action et puis l'attention. Ensuite, on a le détective qui va travailler avec le bibliothécaire. Le détective, lui, va vous aider à lire la consigne jusqu'au bout. Mais il va aller demander au bibliothécaire ce que vous savez déjà sur la question pour pouvoir la résoudre. Ces 2-là, ils sont dans un travail de recherche. Ils fouillent, ils se creusent le crâne, ils cherchent en mémoire ce qu'ils savent déjà sur le sujet. C'est vraiment la réflexion et la mémorisation. Enfin, il y a les 2 derniers personnages, c'est l'architecte et le menuisier. L'architecte, avec le travail des autres, il va pouvoir établir un plan. Il va le transmettre au menuisier et ce menuisier, il va pouvoir effectuer ce plan, cette tâche de bout en bout, sans erreur, avec le contrôle du contrôleur pour ne pas faire d'erreur. Ces 2-là, ils sont vraiment dans l'action. Je sais ce que je dois faire et je sais comment je vais le faire. Donc on a le savoir-faire et le faire. Et maintenant, on sait de quoi il est fait, on sait comment il fonctionne, on sait comment l'utiliser, mais de quoi il a besoin pour bien fonctionner? Eh bien tout d'abord d'eau, car il faut savoir que le cerveau est fait à 80% d'eau et que tout travail intellectuel est très consommateur d'eau. Souvent, quand on a mal à la tête, c'est un problème de déshydratation. Il faut savoir aussi que quand on travaille devant un ordinateur, on consomme 2 fois plus d'eau. Donc à l'école, sur la table, 1 gourde d'eau et au bureau, 2 gourdes d'eau. Votre cerveau, il a aussi besoin de lui accorder beaucoup de sommeil. Parce que pendant les périodes de sommeil paradoxal, le bibliothécaire, lui, va travailler à ranger vos livres. C'est-à-dire qu'en fait, votre cerveau refait les connexions de ce que vous apprenez dans la journée. C'est une sorte de révision gratuite et sans effort. Donc plus vous dormez, plus vous apprenez. Ensuite, votre cerveau a besoin d'une bonne alimentation, notamment en oméga 3. Vous vous souvenez, la myéline qui entoure l'axone, son écorce, on va dire, est une couche de graisse qu'il faut entretenir. Nos grands-mères avaient raison quand elles nous donnaient la fameuse huile de foie de morue. C'est ça. Ça entretenait notre myéline et ça permet une connexion beaucoup plus rapide entre les neurones. La dernière chose dont on a besoin, c'est de bouger. Vous savez, le cervelet, quand il s'active, il réactive notre préfrontal. Donc, quand on veut bien réfléchir, il faut aussi bien bouger. On s'oxygène et on réveille notre préfrontal. Et voilà, vous savez tout sur le cerveau. Découvrez maintenant comment fonctionne la mémoire. Eh bien, celui qui va s'occuper de la mémoire, que ce soit à court terme ou à long terme, c'est le bibliothécaire. Et lui, il a besoin de ranger correctement ses livres dans la bibliothèque pour les retrouver facilement. D'après les recherches de Steve Masson, un chercheur canadien, notre cerveau est capable de connecter à l'infini de façon permanente, c'est-à-dire de mémoriser chaque chose qu'on apprend tous les jours et à n'importe quel âge. Alors vous allez me dire comment ça fonctionne. Grâce à cette plasticité, à ces 100 milliards de neurones et ces 10 000 synapses possibles par neurone, vous aurez compris que le réseau de communication de notre cerveau est quasiment infini. Et un neurone, ça marche comment? Alors tout d'abord, on a une tête, c'est-à-dire le noyau, qui va transmettre un message tout au long de l'axone. L'axone, on peut le comparer à un tronc d'arbre. Autour de ce tronc d'arbre, il y a une écorce
Et bien sur le neurone, en fait, c'est la myéline qui va protéger l'axone. Le message, il part donc de la tête, il court tout au long du tronc, et puis il va rejoindre en fait des sortes de racines. Ça s'appelle les dendrites. Pour communiquer d'un neurone à un autre, c'est comme s'il communiquait d'un arbre à un autre. Et au niveau des racines, il y a une connexion entre les dendrites, entre les racines, qui s'appelle la synapse. C'est comme si un neurone, on pourrait le comparer à un arbre avec un noyau, plein de branches, un tronc, une écorce, et puis plein de racines. Et les neurones vont communiquer entre eux de racine à racine. Alors nous avons aussi des fausses idées sur nos neurones, comme quoi on fabriquerait des neurones à partir de notre naissance jusqu'à nos 20 ans, et qu'ensuite on en perdrait petit à petit. Ce qui expliquerait que c'est plus facile d'apprendre quand on est jeune. Mais ça, c'est complètement faux. Notre capital neurone, nos 100 milliards de neurones, on les a tous quasiment à la naissance. On en perd un petit peu au cours de notre vie, mais on en fabrique régulièrement. Par contre, ce qu'on va fabriquer, c'est des connexions, et des connexions stabilisées, tout au long de nos apprentissages. Quand vous avez appris à lire, à écrire, à marcher, aujourd'hui, vous ne réfléchissez plus à la façon de procéder. Un grand sportif, il faudra qu'il répète des centaines de fois un geste, une stratégie pour pouvoir l'utiliser de façon très rapide devant un adversaire. Un petit enfant qui apprend à marcher, il fait un nombre de pas incalculable dans une journée avant d'arriver à avoir cette marche fluide sans tituber. Et tout ce que vous apprenez dans votre vie, ça marche de la même manière. Donc vous allez pouvoir créer des connexions et vous allez pouvoir en créer toute votre vie. Comme Steve Masson, prenons l'image de la forêt. Cette forêt, c'est notre système neuronal. Chaque connaissance acquise est un chemin. Si on ne repasse pas par ces chemins, la piste va se gommer naturellement. C'est ce qui engendre l'oubli. Pour l'éviter, on doit reprendre ces chemins régulièrement. On doit les entretenir, les nettoyer, parfois en retracer certains pour les retrouver plus facilement. C'est ce qu'on appelle la répétition régulière, fragmentée, répétée et espacée. On a effectivement besoin de cet espace, d'un moment de pause entre deux répétitions pour pouvoir consolider ces connaissances dans le temps. C'est à partir de ce constat que nous avons pu créer l'outil Elephant qui se base vraiment sur les travaux et études scientifiques. Elephant, c'est un support pédagogique qui accompagne et planifie les parcours d'apprentissage. Les élèves, à partir de flashcards, c'est-à-dire une question, une réponse, vont tout d'abord réviser de façon quotidienne, tous les jours, puis ils vont passer à une révision hebdomadaire, une fois par semaine, et ensuite on va commencer à écarter ces révisions. On va passer au bout de 15 jours, au bout de 3 semaines, au bout d'un mois. Donc, cet outil s'adapte à tous les élèves, chacun à son rythme. Comme ça, ils consolident leurs connaissances, ils créent leur chemin de mémoire. Et si vous voulez comprendre comment il fonctionne, je vous invite à aller voir le tuto. Voilà, maintenant vous en savez plus sur le cerveau et la mémoire. Alors pensez à faire de nouvelles connexions en découvrant des nouvelles choses. Et n'oubliez pas d'entretenir vos chemins que vous avez déjà créés en les empruntant régulièrement. Si vous voulez en savoir plus sur notre projet ou vous procurer Elephant, rendez-vous sur creadopt.com.